L'hôpital de Mirepoix, grâce à la générosité de Monsieur Père, était un très bel hôpital, très grand, très propre, et pourvu de tout ce qu'il fallait pour soigner les maladies. Tistou ne trouva pas que l'hôpital était laid, pas du tout. Et pourtant, il sentit, comment l'expliquer, qu'il s'y cachait quelque chose de triste. Le docteur sympathique qui dirigeait l'hôpital était un homme très savant et très bon. Tistou trouvait qu'il ressemblait un peu au jardinier Moustache. Cette ressemblance vient sans doute de ce que Moustache et moi nous nous occupons l'un et l'autre de soigner la vie, dit le docteur sympathique. Moustache soigne la vie des fleurs, et moi je soigne la vie des gens. Tistou comprit vite que soigner la vie des gens était beaucoup plus difficile. Être médecin, c'était livrer sans cesse une bataille. D'un côté, il y avait la maladie, toujours prête à entrer dans le corps des gens, et de l'autre, la bonne santé, toujours prête à s'en aller. En plus, il y avait 1000 sortes de maladies, et une seule bonne santé. Puisqu'ici l'on empêche le mal de passer, tout devrait sembler gai et heureux, se disait Tistou. Où se cache donc cette tristesse que je sens ? Le docteur ouvrit la porte de la chambre qu'occupait la petite fille et quitta Tistou pour un rendez-vous. « Bonjour, dit-il à la petite fille. Elle lui parut très jolie, mais bien pâle. Elle avait à peu près le même âge que Tistou. « Bonjour, répondit-elle poliment. Elle regardait fixement le plafond sans bouger la tête. « Le docteur sympathique m'a dit que tes jambes ne marchaient pas. Vont-elles mieux depuis que tu es ici ?»« Non, répondit la petite fille toujours aussi poliment, mais cela n'a pas d'importance. »« Pourquoi ?» demanda Tistou. « Parce que je n'ai nulle part où aller. »« Moi j'ai un jardin, » dit Tistou pour dire quelque chose. « Tu as de la chance. Si j'avais un jardin, peut-être aurais-je envie de guérir pour aller m'y promener. » Tistou, aussitôt, regarda ses pouces. S'il n'y avait que cela pour lui faire plaisir. « Tu n'es pas malheureuse au moins. »« Pour savoir si on est malheureux, répondit la petite fille, il faut avoir été heureux. Moi, je suis née malade. » Tistou comprit que la tristesse de l'hôpital se cachait dans cette chambre, dans la tête de cette petite fille. Pour que cette petite fille guérisse, il faut qu'elle ait envie de voir un lendemain, c'est clair. Une fleur, avec sa manière de se déplier, de ménager des surprises, pourrait sûrement l'aider. Une fleur qui pousse, c'est une vraie devinette, qui recommence tous les matins. Les pouces de Tistou ne chômaient pas. « Moi, je crois que tu vas guérir, dit-il. »« Tu crois ?» dit la petite fille. « Oui, oui, je t'assure. Au revoir. »« Au revoir, » répondit-elle. « Tu as bien de la chance d'avoir un jardin. »« Alors, Tistou, demanda le docteur sympathique, qu'as-tu appris aujourd'hui ? Que sais-tu de la médecine ? » « J'ai appris, répondit Tistou, que la médecine ne peut pas grand-chose contre un cœur triste. J'ai appris que pour guérir, il faut avoir envie de vivre. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas des pilules pour donner de l'espoir ? Le docteur sympathique fut étonné de trouver tant de sagesse chez un si petit garçon. Tu as appris tout seul la première chose que doit savoir un médecin. Et la seconde, docteur, c'est que pour bien soigner les hommes, il faut les aimer beaucoup. Mais le docteur sympathique fut encore plus étonné le lendemain, lorsqu'il entra dans la chambre de la petite fille. Celle-ci souriait. Elle s'était réveillée au milieu d'un champ de fleurs. Le soir même, ses jambes commencèrent à remuer. La vie lui plaisait. Depuis quelques jours, on chuchotait beaucoup à Mirepoix. Attention, crise. Il y avait du secret dans l'air, à la maison qui brille. Tistou saisissait au vol des mots comme tension, crise, aggravation, aggravation. Le lendemain, un autre mot était sur toutes les lèvres. Guerre, c'est inévitable. Guerre, les pauvres gens. Guerre, guerre, guerre. Tistou voulut se renseigner sur ce mot. Naturellement, il alla consulter Moustache. Je ne vous dérange pas, monsieur Moustache ? Du tout, mon garçon. La guerre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis contre. Pourquoi êtes-vous contre ? Parce qu'une petite guerre de rien du tout peut détruire un très grand jardin. Détruire ? Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire supprimer, réduire en poussière. Vraiment ? Et vous en avez vu, vous, monsieur Moustache, des jardins détruits par la guerre ? Oui, j'ai vu ça.
J'ai vu mourir en 2 minutes un jardin plein de fleurs, et tant de bombes tombées dans ce jardin qu'il a fallu renoncer pour toujours à la cultiver. Même la terre était morte. « Et à qui était-il, ce jardin ?» dit Tistou, la gorge serrée. « À moi, » répliqua Moustache, qui se détourna pour cacher son chagrin. « Eh bien, je vais aller le dire !» s'écria Tistou, les larmes aux yeux. « Il faut que tout le monde le sache. Je vais aller le dire à Amélie et à Carolus. » Carolus est encore plus à plaindre que moi. Il a perdu son pays. C'est pour ça qu'il est ici. « Son pays ? Il a perdu son pays à la guerre ? Mais comment est-ce possible ?» Tu parlais d'Amélie. Eh bien, Amélie, elle a perdu son fils. D'autres perdent un bras, une jambe, ou bien ils perdent la tête. Dans une guerre, tout le monde perd quelque chose. Tistou estima que la guerre était le plus grand, le plus vilain désordre qui puisse exister, puisque chacun y perdait ce à quoi il tenait le plus. « Que peut-on faire pour l'empêcher ?» se demanda-t-il. « Monsieur Tronadis est sûrement contre la guerre, puisqu'il déteste si fort le désordre. » C'est toujours ainsi lorsqu'une guerre éclate quelque part dans le monde. À Mirepoix, nous avons le double de travail. « Je voulais savoir où cette guerre a éclaté, » demanda Tistou. « Tu vois ce désert ? Eh bien, c'est là. » « Pourquoi la guerre s'est-elle mise là, monsieur Tronadis ?»« C'est très facile à comprendre. Ce désert n'appartient à personne. Mais à droite se trouve la nation des Vazis, et à gauche la nation des Vatans. Les Vazis ont annoncé qu'ils voulaient ce désert. Les Vatans ont annoncé qu'ils le voulaient aussi. Les Vazis se sont installés sur leur bord, les Vatans sur le leur. Les Vazis ont envoyé un télégramme aux Vatans pour leur dire de s'en aller. Les Vatans ont répliqué par radio qu'ils interdisaient aux Vazis de rester. Maintenant, leurs armées sont en marche, et quand elles se rencontreront, elles vont se battre. Qu'y a-t-il donc dans ce désert ? Des jardins ? Mais non, puisque c'est un désert, il n'y a rien du tout. Il y a des pierres. Ils veulent posséder ce qui est en dessous. Sous le désert ? Qu'est-ce qu'il y a ? Du pétrole. Pourquoi le veulent-ils, ce pétrole ? Ils le veulent pour que les autres ne l'aient pas. Ils veulent ce pétrole parce que le pétrole est indispensable pour faire la guerre. Mais c'est complètement idiot, déclara Tistou. Tistou ! Voulez-vous un double zéro ? Une énorme gifle l'arrêta net. Voilà ce que c'est que la guerre. On demande une explication, on donne son avis et pan ! On reçoit une gifle. Et si je te faisais pousser du haut dans ta culotte, qu'est-ce que tu en dirais ? Pensa Tistou, les yeux pleins de larmes. Et ce fut ainsi que l'idée, sa grande idée, lui vint. Ce soir-là, Tistou était revenu à l'usine et passait lentement le long des caisses de fusils, grimpait dans les camions, se penchait sur les moteurs, se faufilait entre les canons. Ah, brave Tistou, voilà un garçon qui cherche à rattraper son double zéro, se dit Monsieur Père qui était resté plus tard à l'usine. Allons, tout espoir n'est pas perdu. Monsieur Père allait avoir d'autres surprises. La guerre entre les Vazis et les Vatans avait échoué. Allez donc faire admettre au public qu'une guerre puisse s'arrêter net, sans vainqueur, sans vaincu, sans conférence internationale, sans rien. Des plantes grimpantes, rampantes, collantes avaient pris racine dans les caisses d'armes. Ces caisses, les Vazis et Vatans avaient dû renoncer à les déballer. Que faire de fusils qui fleurissaient, de baïonnettes qui ne piquaient plus, et auxquelles de jolis bouquets ôtaient toute efficacité ? Des plantes apparaissaient partout, des plantes tenaces, agissantes et comme douées d'une volonté personnelle. Muettes, paralysées, inoffensives, les deux armées étaient arrêtées face à face. Monsieur Père était dans l'état de désespoir que l'on pense. Ses armes fleurissaient comme des acacias au printemps. Les canons de Mirepoix avaient tiré des fleurs. On ne prend pas un pays avec des roses, et les batailles de fleurs n'ont jamais passé pour chose sérieuse. Entre les Vazis et les Vatans, la paix fut conclue sur l'heure. Les deux armées se retirèrent, et le désert, couleur de dragées roses, fut rendu à son ciel, à sa solitude et à sa liberté. Il y a des silences qui réveillent. Tistou, ce matin-là, courut au jardin. « Ah, te voilà, toi !» s'écria Moustache. « Pour du travail bien fait, on peut dire que c'est du travail bien fait. Je n'aurais jamais cru que tu arriverais à un si beau résultat. Je n'ai plus rien à t'apprendre.
Tu en sais maintenant aussi long que moi, et tu vas beaucoup plus vite. » Venant d'un maître tel que Moustache, le compliment réchauffa le cœur de Tistou. Du côté des écuries, Tistou rencontra Gymnastique. « C'est merveilleux !» lui chuchota Tistou. « J'ai arrêté une guerre avec des fleurs !» Dans la maison qui brille, les choses n'allaient pas comme à l'accoutumée. Monsieur Père n'était pas allé au bureau. Il se trouvait dans le grand salon, en compagnie de Monsieur Trounadis. Leur conversation faisait un bruit d'orage. Ruine, déshonneur, fermeture, chômage. Ah, mes canons, mes beaux canons, mes chers canons. Ah, si je tenais le misérable qui est allé semer des fleurs dans mes canons. Tistou, vous le savez, était un garçon courageux. Il ouvrit la porte, alla jusque sous le grand lustre de cristal, au centre du tapis, et prit son souffle. C'est moi qui ai semé les fleurs dans les canons. Et puis il ferma les yeux, attendant la gifle. La gifle n'étant pas arrivée, il rouvrit les paupières. Monsieur Père et Monsieur Trounadis s'étaient arrêtés, abasourdis, comme s'ils n'avaient pas entendu et compris. Le volubilis, c'est moi. La prison, c'est moi. L'édredon de pervenche pour la petite fille malade, c'est moi. Monsieur Père et Monsieur Trounadis continuaient à jouer les statues. Tistou sortit du salon, la joue intacte, ce qui prouve que le courage est toujours récompensé. Puis Monsieur Trounadis s'exclama « On ne se relève pas facilement d'un coup pareil. La suspicion va longtemps peser sur nos produits. Mais punir Tistou, cela ne servirait à rien. On ne peut pas s'opposer aux forces de la nature. Ce qui me préoccupe, c'est autant le sort de Tistou que celui de l'usine, reprit Monsieur Père. Nous nous étions fait une idée de l'avenir de cet enfant. Nous pensions qu'il allait me succéder comme j'ai succédé à mon père. C'était une idée toute faite, dit Madame Mère. Eh oui, une idée toute faite et bien commode. Ce petit n'a pas de goût pour l'armurerie, c'est évident. Sa vocation paraît le porter vers l'horticulture. Monsieur Père se souvint des mots résignés de Monsieur Trounadis. On ne peut rien contre les forces de la nature. Puis, il se redressa, fit 3 pas dans la pièce et s'exclama. « Ma chère épouse, voilà ma décision. »« Je suis sûre qu'elle est parfaite, » dit Madame Mère, les yeux rosis par les larmes, car le visage de Monsieur Père en cette minute-là avait vraiment quelque chose d'héroïque, d'émouvant, et ses cheveux brillaient plus que jamais. Nous allons transformer l'usine de canons en usine à fleurs. Les grands hommes d'affaires ont le secret de ces revirements soudains, de ces brusques redressements devant l'adversité. Mirepoix devint Mirepoix les fleurs. Monsieur Trounadis, à qui l'on confia la publicité, se concentra sur les nouveaux slogans. « Dites non à la guerre !»« Mais dites-le avec des fleurs !» Les clients affluèrent, et la maison qui brille retrouva sa prospérité. Et Tistou? Eh bien, il devint célèbre à travers le monde, et n'était plus obligé de cacher son secret. Le plus important, c'est qu'il était heureux. Les histoires ne s'arrêtent jamais où l'on croit, et vous pensez peut-être que tout était dit. Mais un matin, une nouvelle circula dans la maison qui brille, dont chacun parut fort attristé. Monsieur Moustache ne s'était pas réveillé. Moustache a décidé de se reposer pour toujours, expliqua Madame Mère. Je peux aller le voir dormir ? Non, tu ne peux plus le voir. Il est parti pour un long, long voyage dont il ne reviendra jamais. Tistou ne comprenait pas très bien. On ne voyage pas les yeux fermés, pensa-t-il. Il aurait pu me dire au revoir. Ce n'est pas clair tout cela, on me cache quelque chose. Tistou alla trouver Gymnastique, qui lui dit simplement « Je sais, Moustache est mort. »« Mort » s'écria Tistou. « Mais il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas besoin de guerre pour mourir. Moustache est mort parce qu'il était très vieux. Toute vie se termine de cette manière-là. » Tistou eut l'impression que le soleil perdait sa lumière, que la prairie devenait toute noire. Il entoura de ses bras le cou du poney et pleura un bon moment dans sa crinière. « Pleure, Tistou, pleure, disait Gymnastique. C'est nécessaire.
Les grandes personnes s'empêchent de pleurer. Elles ont tort, parce que leurs larmes se gèlent à l'intérieur. Et c'est ce qui leur fait le cœur si dur. » Le lendemain, Tistou courut jusqu'au cimetière et essaya de le réveiller avec toutes les fleurs qu'il pouvait, pensant que Moustache ne résisterait pas à une belle pivoine. Mais la dalle ne bougea pas. Lorsqu'il partit, les mains noires, la tête basse, il laissait derrière lui la plus étonnante tombe que l'on ait jamais vue dans un cimetière. Tistou traversa la prairie, s'approcha de Gymnastique. « Tu sais, Gymnastique ? »« Oui, je sais. Tu as découvert que la mort est le seul mal que les fleurs n'empêchent pas de passer. C'est pourquoi les hommes sont bien sots de chercher à se nuire les uns aux autres, comme ils le font tout le temps. » Tistou ne pensait plus qu'à elle. « À quoi donc ? » ?»« À l'échelle. » Tistou construit une échelle. « Cela va lui changer les idées, » disait-on à Mirepoix. Il avait choisi l'emplacement, bien au centre de la prairie. Il faut que les racines de cette échelle soient solides. 2 arbres s'élevèrent, 2 beaux arbres aux rameaux serrés, à la taille élancée. En moins d'une semaine, ils mesuraient 30 mètres. Le tronc tenait du peuplier d'Italie, mais avec la dureté de l'if et du buis. Ils eurent bientôt plus de 100 mètres, et, les jours de brume, on n'en apercevait plus le sommet. Ce fut alors qu'apparut la glycine. Elle offrait cette particularité de pousser parfaitement à l'horizontale, entre les 2 arbres, comme une cascade. Si vraiment Moustache est là-haut, comme on s'obstine à me le dire, il profitera certainement de cette échelle pour descendre, ne serait-ce qu'un petit moment. On ne s'est pas dit au revoir. Le poney ne répondit pas. L'échelle continuait à grandir et devint la 8e merveille du monde, mais tout ceci ne fit pas descendre Moustache. « J'attends encore 3 matins, » décida Tistou, « et ensuite je saurai ce qu'il me reste à faire. » Le 3e matin arriva. Tistou sortit de son lit. Quand il arriva jusqu'à l'échelle au milieu de la prairie, Gymnastique s'y trouvait aussi. « Comment ? Tu es déjà debout ?» lui demanda Tistou. « Je ne suis pas rentré à l'écurie hier soir. Je dois même t'avouer que j'ai essayé toute la nuit de ronger le pied de tes arbres, mais le bois était trop dur. Mes dents n'ont rien pu faire. »« Tu as voulu couper ma belle échelle ? Mais pourquoi cela ? Pour m'empêcher de monter ? » ?»« Oui, » fit le poney. Des gouttes de rosée se mirent à perler dans l'herbe, et en même temps Tistou vit de grosses larmes couler des yeux du poney. « Mais voyons, Gymnastique, il ne faut pas sangloter si fort. Tu sais bien que je n'ai pas le vertige. Je tâcherai de te rapporter une petite étoile, » dit Tistou pour le consoler. Tistou s'élevait régulièrement, léger, agile. Bientôt, sa chemise de nuit ne parut pas plus grande qu'un mouchoir. Tistou diminuait, devenait à peine plus gros qu'une bille, qu'un petit pois, qu'une tête d'épingle, qu'un grain de poussière. Tistou ne sentit pas tout de suite qu'il n'y avait plus d'échelle. Et soudain, il entra dans un énorme nuage, où l'on ne voyait plus rien. Ce nuage rappellerait à Tistou quelque chose. Bien sûr, la moustache de Moustache, en millions de fois plus grand. Tistou était en train d'avancer dans une moustache aussi vaste qu'une forêt. Il entendit alors une voix qui ressemblait à celle de Moustache, mais tellement plus forte, plus grave, plus profonde. « Ah, te voilà, toi !» Et il disparut à jamais dans ce monde invisible dont même les gens qui écrivent des histoires ne savent rien. À peine Tistou hors de vue, Gymnastique s'était mis à manger l'herbe. Pourtant il n'avait pas faim. Mais il broutait d'une curieuse manière, comme s'il cherchait à faire un dessin. Lorsque les habitants de la maison qui brille sortirent ce matin-là, en appelant Tistou de tous côtés, ils virent au milieu de la prairie cette phrase écrite en belles fleurs dorées. Tistou était un ange.